vous rappelle que vous êtes très nombreux à nous suivre en ligne. On vous remercie pour celles et ceux qui sont auditeurs. Je vous signale que vous pouvez poser toutes vos questions, vos observations, remarques. Elles seront relayées dans le cadre de la salle. Et vous dire qu'en miroir de l'intervention d'Hélène Régnier ce matin, c'est une vision prospective des territoires sur les petites villes qui vous est proposée cet après-midi avec Valérie Joussaume. Je rappelle que vous êtes maître de conférence HDR à l'Université de Nantes. Vous venez de publier un ouvrage qui fait grand bruit, Ploug Pride, un nouveau récit pour les campagnes, un état des lieux qui remet la campagne en perspective. Vous interrogez en particulier le rôle et les atouts des territoires dans les transitions sociétales. Et vous avez intitulé cette conférence « On aménage le monde comme on voit la vie, réflexion prospective pour l'aménagement des petites villes ». Je vous cède immédiatement la parole pour 20 minutes. Merci infiniment. Alors, merci de m'accueillir parmi vous cet après-midi. Je vais proposer un regard un peu prospectif et puis un regard un petit peu conceptuel. On a vu beaucoup de choses très opérationnelles ce matin et c'est très intéressant. Moi, mon approche, mon apport collectif, on va dire, à la question qui nous intéresse aujourd'hui est plutôt une approche conceptuelle. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'idée que aménager, ça n'est pas équiper un territoire. Aménager, c'est matérialiser notre façon d'être au monde, c'est-à-dire d'être à l'espace, d'être au temps et d'être à la relation. Relation au monde, aux vivants, aux autres, car cette relation au monde est en réalité par miroir une relation à nous-mêmes et c'est notre seule façon de nous sentir exister, notre seule façon d'évoluer. Notre façon d'envisager le monde actuellement est en train de changer, ce qui signifie que notre façon d'aménager va changer et c'est cette perspective qui est le formidable enjeu des métiers de l'aménagement aujourd'hui. Alors où en sommes-nous ? Donc dans notre histoire, il y a 3 façons d'être au monde. Jusqu'à présent, il y en a une 4e qui est en émergence. La première, c'est celle des chasseurs-cueilleurs. Nous vivions, et c'est notre premier environnement de vie, nous vivions dans la nature sauvage. Je ne développe pas cette phase parce qu'elle a peu de mémoire en Europe, mais en revanche, elle peut être très intéressante pour les Américains ou les Australiens, par exemple. Avec la révolution du néolithique, la maîtrise de la terre, la domestication des plantes et des animaux, ça ouvre l'ère des communautés paysannes, qui est fondée sur la production et l'échange de produits agricoles. Notre second environnement de vie fut donc la campagne, c'est-à-dire la nature anthropisée, la nature aménagée par l'homme, ponctuée de villages et de petites villes, lieux de l'échange. Le monde est alors perçu et aménagé tel un potager, pourrait-on résumer. Il convient d'en préserver de haute lutte la fertilité durablement. Ce qui compte, c'est ce qui dure. C'est fertile, c'est durable, donc c'est de bonne qualité. L'ère paysanne, c'est la rencontre localisée entre des groupes humains et des écosystèmes. Et cela a généré des paysages agricoles et architecturaux d'une extrême diversité en fonction des matériaux naturels. Avec la révolution industrielle, la maîtrise mécanique du feu, c'est-à-dire la motorisation, cela nous propulse dans l'ère de la modernité. La nature est cette fois sous notre complet pouvoir. C'est le temps de l'avoir et des biens matériels. C'est l'ère thermo-industrielle, c'est l'anthropocène, le capitalocène, l'ère matérialiste, rationaliste, individualiste, mobile et urbaine. Car en effet, notre 3e environnement de vie, c'est la ville, la grande ville de l'ère moderne, c'est-à-dire un environnement de vie artificiel. Le monde moderne envisage la culture moderne envisage le monde comme une vaste usine à produire et à consommer. Cette grosse machine se doit d'être propre, fonctionnelle, pratique et rentable. Les vieux centres de l'ère pré-industrielle ne sont ni propres ni fonctionnels, ils sont fort coûteux à rénover, ils sont donc abandonnés. La ville moderne, c'est la ville périphérique. Elle crée du zonage, ici, à toutes les échelles. Ici, on travaille, ici, on consomme, ici, on se distrait, ici, on se loge. Et la voiture et le camion sont les courroies de distribution de ce vaste système territorial.
La modernité, c'est aussi l'industrialisation de la construction et la complète banalisation des paysages. Voilà ce qu'il nous convient d'inventer aujourd'hui avec la révolution numérique qui travaille la modernité depuis les années 90 et qui nous propulse dans une grande transition vers un nouveau monde. Dans les 30 Glorieuses, on peut dire, si on pose la question de quel est notre désir, quel est notre idéal collectif aujourd'hui et dans quel lieu est-ce qu'il s'incarne, on pourrait dire que durant les 30 Glorieuses, on rêve de la vie moderne. Donc la réponse politique, technique, c'est l'équipement. C'est la ville. Dans les années 90-2000, on a déjà une forme de dématérialisation de nos aspirations avec ce que Jean Viard appelle l'imaginaire du tourisme. Quelle est la réponse politique? C'est la qualité paysagère et c'est le développement des régions touristiques. Je vous propose aujourd'hui d'ajouter un troisième étage à cette fusée de la réflexion. C'est imaginons maintenant que les gens rêvent à un autre monde. Cet imaginaire est pour le moment un impensé politique. Et c'est ça qu'il nous faut inventer. Nous avons donc rendez-vous en terrain inconnu. Nous allons de A à B, mais B est une inconnue. Il s'agit plus de piloter une trajectoire, une catalyse, comme dirait M. Vaux, le maire de Tournus ce matin, plutôt que d'être dans de la conduite de projet, avec un projet qui serait prédéfini au démarrage. En effet, en termes prospectifs, nous ne sommes plus à l'époque où l'avenir était prévisible, où le récit collectif de la modernité était stable et où l'aménagement avait pour but d'apporter des réponses techniques. On était dans le temps de l'aménagement des ingénieurs. Aujourd'hui, notre système social devient chaotique. Il n'y a plus de récit commun unifié pour envisager le futur qui est fort illisible. Aménager, c'est d'abord de se poser les bonnes questions. Et comme l'a dit la semaine dernière le maire de Saint-Empuisé, après le temps des ingénieurs, voici venu le temps des ingénieux. En effet, il y a deux visions du monde qui s'opposent aujourd'hui. La première vision de ce nouveau monde, de ce monde d'après, est proposée par les pouvoirs de l'ère de la modernité qui entendent conserver leur position et continuer comme ça. Et le futur qu'ils envisagent, c'est la poursuite de la modernité exaltée par la révolution numérique. Encore plus vite, encore plus loin, encore plus puissant, encore plus rentable, grâce au numérique. Donc c'est la technologie numérique, c'est le transhumanisme, c'est la smart mégalopole qui va être dirigée par le big data. Ce récit hypermoderne est centralisé. Il vient du centre de la modernité, de façon un peu caricaturale, mais assez claire dans le temps qui m'est imparti, issu de ce mental rationaliste des hommes, des classes, de la grande bourgeoisie, des grandes villes de l'Occident, puisque l'épicentre de notre culture trouve ses origines dans les marchands des grandes villes de l'Europe de la Renaissance. Or, ce récit ne séduit plus. Nombreux sont ceux qui n'y croient plus, qui en décrochent, sûrs que ce projet nous mène tout droit à l'effondrement. Effondrement qui n'est pas seulement écologique, effondrement social dû à la compétition, à l'inégalité d'accès à la ressource, effondrement éthique dû à la marchandisation de toutes les relations humaines, sans oublier que la révolution numérique sape les fondements de la modernité, les organisations hiérarchiques, le salariat, l'échange de biens matériels et surtout la démocratie menacée par la concentration des pouvoirs des GAFAM. Donc ce récit hyper moderne n'est pas un futur désirable pour la majorité de la population, il devient au contraire un récit dystopique et on observe un renversement des imaginaires. Or, c'est ce récit-là qui dessine l'avenir des territoires à partir seulement du prisme métropolitain. C'est ce récit-là qui dessine l'avenir des territoires en ne parlant que de mètres carrés, d'équipements, de contraintes réglementaires, techniques et juridiques et de progrès technologiques. Et c'est sans doute parce que cette grille de lecture ne fonctionne plus pour interpréter pleinement le présent que Olivier Bouba-Olga a été invité ici pour vous présenter un appel à un nouveau récit territorial économique et que moi-même, une ruraliste spécialiste des bourgs et des petites villes, je suis invitée pour vous parler d'un nouveau récit pour les campagnes. Alors, après ce renversement des imaginaires, eh bien, pour offrir une alternative à ce récit hyper moderne issu du centre de
de notre culture, se construit un autre récit, un récit de la transition. Ce récit de la transition, il n'est pas clairement structuré, il n'est pas unifié, car il est décentralisé. Il agrège progressivement des courants d'idées et d'actions tout à fait variés qui rompent peu à peu avec les dogmes de la modernité. Alors, on pourrait dire que cet autre monde, il ne peut pas s'inventer depuis le centre du système moderne. L'altérité, le tout autre, se trouve dans les polarités opposées. J'ai résumé rapidement cela. Eh bien, on va trouver différents courants. Donc, dans ces courants, on a tout l'imaginaire, tout ce qui va être le rêve, le jeu, la fête. Le féminin. Alors, bien sûr, il y a aussi l'esprit, les mouvements un peu spirituels, le sentiment, les émotions. Le féminin, donc tous les mouvements qui ont trait au genre, tous les mouvements populaires, alternatifs, altermondialistes, tous les territoires. Donc l'opposé des grandes villes, c'est les petites villes, c'est les campagnes, mais c'est la nature sauvage, en particulier par exemple dans les Nouveaux Mondes. Donc tous les mouvements néo-paysans, écologistes, et en dehors de l'Occident, donc tous les mouvements autochtones. Donc c'est de là qu'émerge tout un tas de revendications sur l'invention d'un nouveau monde, d'un autre monde. Cette résurgence, ces marges sont aussi des mémoires. La résurgence, on observe aujourd'hui une résurgence des mémoires, on peut l'interpréter. Il y a les marges spatiales et les marges temporelles. On voit aujourd'hui des phénomènes de résurgence des mémoires, car pour avancer dans l'inconnu, il faut deux choses. Premièrement, il faut se fixer un cap sur lequel nous ne transigerons pas, quel que soit le contexte extérieur. Et ça, ce sont nos valeurs. Et deuxièmement, il faut regrouper tous ces savoirs et toutes ces compétences pour pouvoir répondre aux circonstances. Avoir un cap, regrouper ses savoirs et ses compétences fait référence au passé. Le but des mémoires n'est pas d'induire le futur. La mémoire n'est pas une mythification du passé. Le but des mémoires est de sécuriser un corps social anxieux face à l'incertitude de l'avenir, construire sereinement du nouveau en s'appuyant sur l'expérience acquise. Voilà le rôle des mémoires. Le récit de la transition est donc un récit décentralisé et subalterne, pourrait-on dire. Ce que je vous propose aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est d'analyser les territoires à partir des périphéries et de faire une sorte d'analyse subalterne de l'aménagement. En tout cas, le premier conseil que je vous propose de retenir, c'est que pour évoluer au-delà de la culture de la modernité, des altérités des autres et du passé ne faisons plus table rase, des autres et du passé faisons les barreaux de notre échelle pour évoluer. La deuxième idée que je voudrais vous partager, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui devient de plus en plus chaotique. Les systèmes d'autorégulation ne fonctionnent plus. On ne peut guère planifier les choses aujourd'hui. Puisque ça devient chaotique, le sens même du chaos, c'est que ça échappe à notre contrôle. Et la situation échappe souvent à notre contrôle, notre futur échappe à notre contrôle pour être planifié. Il nous faut construire plutôt une trajectoire, une catalyse. Alors comment faire ? Les sciences physiques nous disent qu'au milieu du chaos, l'émergence d'un nouvel état stable naît souvent d'un nouvel ordre qui est d'abord caché, qui se structure petit à petit à partir d'un petit détail, un attracteur étrange qui génère des effets papillons. Et donc la deuxième idée à retenir, c'est partir de la simplicité et espérer des effets papillons. Alors, comment partir simple ? Le sociologue et philosophe Hartmut Rosa, qui a écrit une magnifique réflexion sur le temps dans la société moderne, pose la question dans son livre Résonance, la question de la condition collective du bonheur de chacun. Et c'est sur cette base de réflexion, qui me paraît très intéressante en termes d'aménagement, cette base de réflexion m'a amené à revenir finalement à la plus simple et à la plus fondamentale des théories, celle des besoins humains fondamentaux. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Vous savez que cette pyramide est obsolète, elle a été revue et augmentée en 2010 avec les apports contemporains de la psychologie et de la théorie de l'évolution. Il y a 7 besoins humains fondamentaux, inconscients et concomitants. Je vous propose de retenir 3 thèmes, je ne vais pas les reprendre ici maintenant avec vous. Protéger, il y a besoins de survie et de protection.
Il y a des besoins d'appartenance, d'affiliation, de statut, de rencontre reliés. Et enfin, des besoins de continuité et de postérité. Les besoins de postérité, ça peut aller physiquement au fait d'avoir des enfants. Un point de vue beaucoup plus spirituel, on va dire, c'est l'éternité de l'âme. Mais pour ceux qui nous intéressent, on va s'intéresser à la notion d'immortalité, donner du sens à sa vie au-delà de soi-même. Si on regarde dans l'histoire passée, on pourrait dire que lorsque nous étions des paysans, dans l'ère paysanne, eh bien, les trois échelles de satisfaction de ces besoins humains fondamentaux, c'était la protection se trouvait au niveau de la maisonnée ferme, on va dire ça comme ça, ou de la maison d'artisan. Ensuite, on avait les besoins de rencontre et d'intégration sociale qui se faisaient au niveau du village, et les besoins de sens étaient gérés depuis la naissance aux enterrements, au mariage, etc., à l'éternité de l'âme par l'idéal chrétien. Dans l'ère de la modernité classique, on va dire les 30 glorieuses, pour être un petit peu rapide et caricatural, on va avoir la satisfaction des besoins de protection par la famille nucléaire installée dans son pavillon et le salariat d'un point de vue économique. L'échelon intermédiaire de la rencontre, du statut, c'est la ville, c'est là où on va au lycée, c'est là où on travaille, etc. C'est là où on fait des rencontres. Et puis, l'immortalité, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, eh bien, s'englobait dans un idéal républicain issu de la Révolution, parfois un petit peu remanié, réexalté par le communisme. Hein. Emmanuel Todd le dit. L'ère paysanne, c'est l'homme qui croit en Dieu. L'ère de la modernité, c'est l'homme qui croit en l'homme. Aujourd'hui, on peut interpréter la situation, le chaos dans lequel nous sommes, comme une insatisfaction des besoins humains fondamentaux par les cadres hypermodernes contemporains. On peut dire que d'un point de vue de la survie et de la protection, il y a un sentiment de précarité. La précarité, elle est à la fois dans est-ce que ce que je respire est sain, est-ce que ce que je mange est sain, est-ce que mon environnement électromagnétique, chimique, sanitaire est sain. La précarité, c'est aussi bien sûr la précarité sociale. Je vous rappelle que plus de 15% de la population française vit sous le seuil de pauvreté et qu'une grande partie n'en est malheureusement pas très éloignée. La mondialisation, c'est-à-dire l'échelon intermédiaire de la rencontre du statut, pour être reconnu comme un être unique, encore faut-il avoir une communauté qui nous reconnaît comme étant irremplaçable. Or, nous sommes une société de la jetabilité affective, jetabilité économique. Et donc, on peut dire qu'il y a une insatisfaction du besoin de relations, de rencontres, d'unicité. Et puis enfin, nous sommes dans une société au fond très nihiliste, puisque la plupart des gens se plaignent que tout devient un non-sens. Le travail, la vie ensemble, tout paraît être un non-sens. Et lorsqu'on a des problèmes existentiels, finalement, notre société n'a guère de solution à nous proposer, à part le fait d'aller faire un peu de shopping. Et donc, vous voyez bien que ce qu'il nous convient d'inventer aujourd'hui, eh bien, c'est de repenser l'ensemble de la satisfaction des besoins humains fondamentaux et l'échelle de la satisfaction de ces besoins humains fondamentaux. Et vous voyez que la place de la petite ville, alors moi j'avais mis le droit au village, alors pour vous aujourd'hui j'ai mis le droit à la petite ville parce qu'il me semble que la vie du futur se sera centrée sur une campagne pour habiter dans des micro-urbanités. Et je pense que les petites villes et les bourgs ont vraiment un grand avenir devant eux. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, ou j'invite à votre réflexion aujourd'hui, c'est l'idée qu'il nous convient d'inventer, après le droit à la ville qui avait été défendu par Henri Lefebvre en 1968 pour proposer la satisfaction des besoins humains fondamentaux pour tous, par la modernité, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'inventer un droit à la petite ville autour de 3 mots. Je vous propose 3 mots. Protéger, relier et donner du sens. Pour bâtir un imaginaire collectif de la transition, il convient de se souvenir que la satisfaction des besoins humains fondamentaux a été pensée dans une dimension matérielle et quantitative au cours des 30 Glorieuses. C'est ce qui a fondé l'idéal de la modernité et le droit à la ville d'Henri Lefebvre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de poursuivre ce rêve de la satisfaction universelle des besoins humains fondamentaux
par une approche plus immatérielle, plus qualitative, et de concevoir une proposition du droit à la petite ville pour tous, qui pourrait être conceptualisée autour de ces 3 idées: protéger, relier et donner du sens. Alors, je vous ai proposé cette vision. Pour le récit de la transition, le monde est perçu comme un jardin, alors non plus un potager, non pas seulement des campagnes nourricières, mais plutôt un jardin d'agrément qui aurait pour but la rencontre, l'expérience de la vie. Et il me semble que les mots qui résument le mieux cet idéal, l'idéal qui émerge, c'est l'idée que c'est sain, c'est authentique et c'est beau. Est sain ce qui soutient la vie. Et c'est ce que moi j'appelle protéger. Protéger les corps. Assurer la sécurité, la qualité de la nourriture, de l'eau, de l'air, des sols, des environnements naturels. C'est faire une révolution écologique au sens global. C'est protéger les libertés, notamment la liberté de l'intimité numérique et de l'intimité tout court. C'est protéger contre la précarité sociale et financière. C'est protéger également les cerveaux. Leur permettre de se poser et de se reposer. Car la révolution numérique nous interroge sur la santé mentale de l'être humain. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'aménagement? Ralentir les rythmes, diminuer les distances, travailler à la qualité, la diversité des paysages, etc., etc. Je vous laisse attacher une dimension opérationnelle à ce que je vous dis à l'instant. La deuxième idée, c'est authentique. Qu'est-ce qui est authentique? Est authentique ce qui n'est pas perverti par la marchandisation, par l'intérêt. C'est donc relier, c'est repenser notre relation au monde, aux objets, aux vivants, aux gens, hors du système marchand dans lequel nous sommes immergés aujourd'hui. Relier, c'est recréer des relations non marchandes avec la nature, avec les autres. C'est réveiller la convivialité, c'est redonner de la confiance qui est totalement perdue par les temps qui courent. Je pense que vous vous en rendez compte vous aussi. Relier, c'est réveiller les imaginaires, c'est réveiller le rêve, c'est réveiller le jeu, c'est réveiller la fête. Beaucoup de perspectives là pour repenser les espaces publics. Dans l'ère de la modernité, l'espace public était attribué à la mobilité, motorisée, rouler et stationner. Les espaces publics doivent être attribués aujourd'hui à la relation. Enfin, dernière idée, c'est beau. C'est beau, qu'est-ce qui est beau? Est beau ce qui génère l'émerveillement face à la vie. C'est la grandeur, c'est ce qui donne grandeur à la vie, c'est ce qui donne signification. C'est ma troisième idée, c'est donner du sens. Donner du sens à l'action, donner du sens à la vie humaine, donner du sens au collectif. Donner du sens, c'est permettre aux esprits de s'élever. C'est valoriser la créativité habitante. C'est valoriser l'unicité de chacun. C'est recréer un lien à la mort et aux morts, ce qui serait pas trop en ces temps d'épidémie. C'est renouer avec le souci de la beauté. C'est réinscrire le territoire dans une postérité, dans une histoire passée et une postérité en lien avec les générations futures. Donc voilà, aujourd'hui, ma proposition de réflexion un petit peu conceptuelle, un petit cadre pour essayer de penser globalement l'aménagement des petites villes pour demain. Et je finirai par cette phrase de Keynes qui disait « La difficulté, ce n'est pas de comprendre les idées nouvelles. La difficulté, c'est d'échapper aux idées anciennes. » Je vous remercie.